Et dans l'actualité des idées aujourd'hui, la gauche a-t-elle renié ses valeurs? On en parle avec notre invitée, la philosophe Stéphanie Rosa, chargée de recherche au CNRS, spécialiste de l'histoire de la pensée républicaine et de la Révolution française. Elle publie aujourd'hui chez Fayard un essai au titre sous forme de question, La gauche contre les Lumières, ou comment une partie de la gauche est-elle devenue hostile à l'universalisme, au rationalisme, au progressisme des Lumières. À noter que votre livre sera sous le feu des critiques samedi d'Avis critique de Raphaël Bourgois. Bonjour Stéphanie Rosa. Bonjour. Quel héritage des Lumières vous semble aujourd'hui si fragilisé? L'héritage des Lumières, il est fragilisé d'abord à travers l'Europe, évidemment par l'extrême droite, puisque aujourd'hui on a une remontée dans toute l'Europe des propos xénophobes et d'une manière plus générale une remise en cause d'un certain nombre de principes démocratiques au nom de la sécurité collective qui justifie un certain nombre de coups de boutoir contre les droits fondamentaux. Mais le problème, c'est que, cette poussée de l'extrême droite est paradoxalement fait pendant à, dans la gauche, et c'est mon problème, c'est le problème que j'ai développé dans ce livre, une partie de la gauche qui, pour des raisons différentes, mais pas forcément avec des arguments fondamentalement si différents que ça, remet en cause effectivement l'universalisme notamment, mais aussi le progressisme et même le rationalisme des Lumières. Voilà, c'est le triple héritage des C'est Lumières ça. que vous venez d'évoquer là et que vous déclinez effectivement dans cet essai avec ces trois parties, à savoir comment cet irrationalisme, comment ce mouvement contraire au progressisme et cet anti-universalisme pourrait-il être de gauche? J'emploie le conditionnel, vous pas. En tout cas, c'est la question que vous posez dans cet essai. Comment vous formuleriez aujourd'hui le projet humaniste, ce projet humaniste des Lumières? Alors c'est une vaste question que vous me posez, mais disons que, en tout cas d'un point de vue de gauche, je pense que ce qui a été retenu de l'héritage des Lumières par la gauche au XIXe siècle et au XXe siècle, et ce qui devrait l'être encore aujourd'hui par toute la gauche, me semble-t-il, c'est l'idée que les droits fondamentaux qui ont été proclamés pour la première fois en 1789, finalement, doivent faire l'objet non seulement d'un respect, mais doivent même être approfondis et élargis aux minorités qui, au départ, n'y avaient pas droit, aux minorités esclavagisées, colonisées, aux femmes, qui au début étaient exclues des droits civiques, et puis doivent être aussi occasionner un complément sur le terrain de l'égalité économique et sociale, qui n'était pas du tout l'objectif des députés de 1789, mais qui est devenu l'objectif dont se sont emparés les fondateurs de la gauche mondiale, finalement. Vous citez Jaurès en épigraphe pour définir aussi ce mouvement des Lumières. C'est un libre souci de la vérité universelle. C'est la haine ou le dédain du préjugé. C'est l'incessant appel à la raison. C'est la large sympathie humaine qui va à tous les peuples et à toutes les races, surtout à tous les efforts de civilisation et de pensée, etc., etc. La citation est longue, elle est belle par ailleurs. Le père du socialisme français, dont se revendique aujourd'hui d'ailleurs autant Jean-Luc Mélenchon qu'Emmanuel Macron, quand il veut en tout cas parler à la gauche. Mais là, il y avait une définition du projet qui aujourd'hui est remise en cause, d'après vous, Stéphanie Rosa. Oui, parce que finalement, une partie de la gauche, pas toute la gauche, mais une partie, considère finalement cet héritage des Lumières comme un héritage hypocrite qu'il s'agirait de dénoncer. Ils confondent finalement les limites des philosophes et des hommes politiques qui ont porté les premiers cet héritage avec son contenu objectif. Il y a une manière de réduire le contenu de l'héritage des Lumières à telle ou telle personne qui l'aurait formulé ou qui l'aurait porté. Qui sont ceux qui l'ont porté de manière objective, comme vous dites, à ces débuts? Je pense notamment effectivement aux hommes, cette assemblée exclusivement mâle de la première assemblée révolutionnaire, la constituante. Ils ont proclamé les droits de l'homme le 26 août 1789, et puis ensuite, il s'est avéré qu'ils n'avaient pas, une large partie d'entre eux, pas tous, mais n'avaient pas l'intention d'abolir l'esclavage aux colonies, n'avaient pas l'intention de donner le droit de vote aux femmes, n'avaient pas l'intention, etc. Donc, tout en proclamant les droits de l'homme, individuellement et
à une certaine majorité, ils n'avaient pas l'intention de les appliquer. Sauf que ces droits de l'homme ayant été proclamés, ils ont servi de levier au peuple, à tous ceux qui en avaient été privés, pour revendiquer leurs droits. Et c'est là où il y a un contenu des droits de l'homme qui dépasse largement ceux qui l'ont proclamé sans penser à tout cela, à tous ceux qui en étaient privés. Si on remonte un peu le fil de l'histoire, cette critique des Lumières, de la Révolution française, elle n'est pas nouvelle, et ça vous le rappelez aussi. Elle est peut-être à l'époque l'apanage plutôt de la droite, d'une droite conservatrice, mais elle a toujours fait débat dans la pensée, dans le débat français. Comment, au début, ou sous quel angle cette philosophie-là était critiquée? Alors, déjà, vous ne parlez pas de philosophie des Lumières, mais quand même. Oui, alors on pourra y revenir si vous voulez, mais en attendant, pour répondre à votre question, dès 1789, vous avez évidemment tous les conservateurs, plus ou moins conservateurs d'ailleurs, de l'Europe, qui ont poussé un cri d'horreur. Et le premier à avoir formulé de façon argumentée cette révolte contre les droits de l'homme et contre la Révolution française, c'était Edmund Burke, qui était un député anglais, Whig, donc plutôt libéral, dans le sens anglais de l'époque, et qui a formulé une critique des droits de l'homme avec l'idée que finalement, il n'y avait pas d'humanité, il n'y avait pas de caractéristiques communes à toute l'humanité, ou du moins il n'y en avait plus, parce que l'histoire avait tellement séparé les peuples les uns des autres qu'en fait, il fallait penser des droits différents pour chaque peuple adaptés à l'histoire, à la coutume, et bien sûr aussi adaptés aux inégalités sociales et politiques qui devaient rester en place. C'est-à-dire que Burke, c'est vraiment l'expression la plus pure du conservatisme, puisque ce qu'il reproche aux Lumières et ce qu'il reproche aux droits de l'homme, c'est d'être comme un bâton de dynamite, qui fait tout sauter. Voilà. Et donc, cette critique, l'idée qu'il faut conserver les traditions, les coutumes, et y compris les traditions inégalitaires et oppressives de chaque peuple, sous peine de faire violence au corps social, c'est une critique qui est formulée très très tôt, dès 1790, et qui finalement fonde une tradition anti-lumière, anti-révolution française, qui court jusqu'à aujourd'hui dans la droite conservatrice et l'extrême droite. C'est cette autre histoire de la modernité qu'a aussi raconté l'historien israélien Zev Sternel, qui a fait la généalogie de ce courant, des anti-lumières, dans cet ouvrage ainsi nommé, et qui montre que ce n'est pas un fait nouveau. On va distinguer les particularismes ou les singularités de la critique actuelle, mais après cette première attaque, comment ce courant anti-lumière a-t-il évolué, ces arguments? Alors, effectivement, il y a une permanence, et puis il y a bien sûr des variations entre le 19e et le 20e siècle selon les pays. Un endroit où la tradition anti-lumière a bien pris, si j'ose dire, et où elle a produit énormément d'auteurs, de textes et d'arguments, c'est l'Allemagne, puisque l'Allemagne a assisté à la Révolution française, qui ensuite lui a, d'une certaine manière, déferlé dessus avec les invasions françaises, d'abord un peu révolutionnaires et puis beaucoup napoléoniennes. Et donc, s'est formée en Allemagne, toute une tradition qui a repris les arguments de Burke. Burke a été traduit et publié en Allemagne, et qui a donné... ça a donné le romantisme politique. Et puis, ça, d'autres l'ont dit avant moi, d'autres en ont fait la généalogie avant moi, mais c'est une tradition anti-lumière qui, en Allemagne, bien sûr, mutatis mutandis, et avec beaucoup d'étapes, etc., mais enfin, a alimenté l'idéologie nazie. Et puis en France, on a évidemment une tradition anti-lumière, Joseph de Maistre, des gens comme ça, qui, là aussi, ont ancré la tradition anti-lumière comme pendant de la tradition des Lumières jusqu'au XXe siècle en France.
Oui, donc c'était toujours le pendant. Mais vous montrez aussi quand même dans les Lumières, dans ce mouvement, dans ce courant de pensée, heu, l'histoire d'une pensée qui a toujours aussi accepté le clivage, en son sein, qui n'a jamais été, homogène aussi dans sa manière d'être formulée, hein. Oui, alors c'est pour ça que, avec d'autres spécialistes du XVIIIe siècle, je pense il faut remettre en cause l'idée qu'il y aurait une philosophie des Lumières. La philosophie des Lumières, elle est, dès le départ, autocritique, elle est polémique, c'est-à-dire que les philosophes débattent entre eux, discutent entre eux, sont pas d'accord sur tous les points, se remettent eux-mêmes en question d'ailleurs. Diderot en est l'exemple le plus frappant. Et puis, après la Révolution française, au sein de ce qu'on va dire du camp des héritiers des Lumières, il y a plusieurs branches qui se séparent les unes des autres. Évidemment, il y a la branche libérale qui se sépare de la branche socialiste au sens large. Ça comprend les communistes, les socialistes, les anarchistes. Et dans cette branche de gauche, on va dire, il y a des débats et il y a des critiques d'une partie de l'héritage des Lumières. C'est notamment... on pense à la critique marxiste de la Déclaration des droits de l'homme. Sauf que ce qu'on oublie trop souvent, c'est que Marx critique les droits de l'homme tout en disant que c'est un progrès. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de rétrograder en deçà des droits de l'homme. Il s'agit de prendre appui sur les droits de l'homme qui sont un progrès. L'émancipation politique est un progrès. Marx le dit dans la question juive, pour, élargir, en fait, pour approfondir l'œuvre disons, débutée en 1789. Alors qu'aujourd'hui, cette barrière saute pour vous? Ah bah complètement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... Sur la question du progrès, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des gens dans le débat français qui sont classés à gauche, qui estiment que c'est l'universalisme lui-même, dans sa racine, qui doit être remis en question. Donc, un retour, sans forcément que ce soit ni conscient, ni voulu, bien sûr, mais un retour à l'idée selon laquelle il y aurait des peuples, des coutumes, des histoires absolument incommensurables les unes aux autres et qui ne pourraient pas être régis par le même type de droits fondamentaux. C'est le cas d'un Jean-Claude Michéa, notamment, que vous citez dans cet essai. Jean-Claude Michéa qui va émettre quand même une critique de cette idéologie du progrès, telle qu'on l'appelle. Je vous propose qu'on l'écoute. Il était d'ailleurs l'an passé l'invité aussi de la Grande Table à l'occasion de la sortie de son dernier essai. On retourne avec Jean-Claude Michéa. La gauche est le parti du mouvement qui s'oppose aux forces du passé et au vieux monde. Autrement dit, la gauche est obsédée par un idéal avant-gardiste et progressiste. Mais une fois qu'on a compris que le système capitaliste était lui-même un système progressiste et héritier des Lumières, quand je dis progressiste, ça veut dire qui est un système dynamique et qui colonise chaque jour un peu plus de nouvelles régions du globe et de nouvelles sphères de notre vie, on comprend bien que l'objectif des socialistes n'était pas tant de critiquer le vieux monde, ils étaient d'accord avec les républicains et la gauche sur ce plan, mais surtout de se prémunir contre les développements du nouveau monde. C'est bien pourquoi je résume dans mon livre la différence entre la gauche et le socialisme. La gauche, c'est cours plus vite camarade, le vieux monde est derrière toi. Le socialiste, ça serait cours moins vite camarade, le nouveau monde est devant toi, le monde de Goldman Sachs, du réchauffement climatique, le monde de la Silicon Valley. Voilà, on entend bien de gauche aussi aujourd'hui existante, formulée par Jean-Claude Michéa, cette scission des deux gauches aujourd'hui, telle qu'il l'a définie, vous convient? Alors, la première chose qu'il faut dire, c'est que dans les critiques de gauche, entre guillemets, des Lumières, il y a plusieurs familles, il y a plusieurs sous-familles, on va dire, qui ne sont pas du tout d'accord entre elles. La critique que Michéa a fait de l'héritage des Lumières, c'est pas la même que la critique des droits de l'homme des anti-universalistes. Lui, c'est une critique, en fait, c'est une critique du libéralisme. Sauf que Michéa réduit l'héritage des Lumières à celui, en quelque sorte, de nos cousins, les libéraux. Je dis cousins parce que, évidemment, on vient de la même matrice des Lumières, mais c'est des cousins avec qui on est fâché à mort depuis le début. Bon, et le progressisme, dans ce sens, il ne faut pas confondre... Ne va pas toujours de pair avec le libéralisme? Ben non, le progressisme d'Adam Smith, celui dont il parle, c'est le progressisme d'Adam Smith, c'est-à-dire l'idée que le progrès serait, d'une part, identique
partout. Il y a 4 stades de développement chez Adam Smith par lesquels tous les peuples vont forcément passer. Donc il est inéluctable, il est mécanique et il est enraciné dans la nature humaine qui est d'en vouloir toujours plus. Et donc c'est un progrès qui est immédiatement un progrès quantitatif, un progrès dans la production de marchandises et dans la consommation de toujours plus de marchandises. D'accord, mais ça c'est Adam Smith. Mais il y a d'autres manière de concevoir le progrès dès le siècle des Lumières. Et je pense que le progressisme de ce que lui, il appelle le socialisme, que moi j'ai appelé la gauche, mais en fait là, pour le coup, on parle de la même chose, ça n'est pas un progrès qui est ni inéluctable, ni uniforme, ni uniquement quantitatif. Et que c'est un progrès qui peut être discuté démocratiquement pour savoir qu'est-ce qu'on veut et qu'est-ce qu'on ne veut pas. Alors, l'antiprogressisme peut-il être de gauche, pour reprendre votre question ? Si par antiprogressisme, on entend ce qu'entend Michéa, c'est-à-dire un rejet en bloc du progrès, non, je ne pense pas. Parce que même Michéa serait obligé de reconnaître qu'on est bien pour que la situation s'améliore, y compris pour les plus défavorisés, pour que, je ne sais pas moi, les acquis médicaux dans les domaines de la santé, de l'hygiène, etc., s'élargissent à toujours plus de gens, plus de peuples dans le monde. Donc dans ce sens-là, non, on ne peut pas être anti-progressiste quand on est de gauche. Et dans quel sens oui ? C'est-à-dire à quelles conditions peut-il l'être ? Ce qui est certain, et ce que Michéa, à mon avis, dénonce à bon droit, c'est l'idée que le progrès passe forcément par l'accumulation quantitative toujours plus importante de biens, par l'augmentation toujours plus grande de richesses matérielles. Là, oui, effectivement, dans une époque comme la nôtre, où on se heurte aux limites de notre planète, aux limites naturelles de notre planète, il est bien évident qu'il faut un grand débat démocratique sur ce qu'on continue de produire, ce qu'on ne produit plus, comment on produit, etc. Dans ce sens-là, le contexte invite, il exige même un tel débat démocratique. Vous revenez notamment sur la question de la propriété aussi, dans ce procès qui est fait par des chercheurs, par des militants aujourd'hui aux Lumières, contre cet héritage des droits bourgeois. Qui a porté en premier ce discours-là, Stéphanie ? Mais en fait, dès la Révolution française, l'idée que le droit de propriété est un droit naturel, donc un droit de l'homme, et qu'il ne peut souffrir aucune limite, a été critiquée par Robespierre, qui voulait un droit de propriété limité et qui rejetait l'idée avec Rousseau que le droit de propriété était un droit naturel. Et puis par la suite, avec encore plus de force, par le courant communiste naissant, enfin par Babeuf, puis évidemment par Marx, par les néo-babouvistes, l'idée que le droit de propriété n'était pas un droit de l'homme. Qu'il fallait c'est ce que Babeuf appelait un droit affreux, donc qu'il fallait abroger. Et aujourd'hui, un Thomas Piketty, pour vous, est l'enfant d'un Babeuf ? Je dirais pas ça. Mais Thomas Piketty, met le doigt sur une chose que, en réalité, la tradition socialiste avait déjà dénoncée. L'idée que la Révolution française, qui est un élan quand même vers l'universalité des droits, vers le progrès, mais compris au sens large et pas seulement au sens étroit dont on parlait tout à l'heure, que cette Révolution française a en même temps consacré, en effet, les droits bourgeois de propriété privée, et qu'en ce sens, elle est évidemment la matrice de la société libérale dans laquelle on est aujourd'hui. Et il n'est pas le seul à porter cette idée-là aussi aujourd'hui. Non, mais je veux dire, je partage cette critique à titre personnel, donc oui, je suis d'accord. Invitée jusqu'à 13h30, la philosophe Stéphanie Rosa, à l'occasion de la parution de son essai « La gauche contre les Lumières ». Il y a un point d'interrogation et c'est chez Fayard. France Culture, il est 13h14. France Culture, la grande table, Olivia Gesbert. Cet héritage, Stéphanie Rosa, pourquoi serait-il intouchable aujourd'hui ? Ce qui prévalait au XVIIIe siècle ne peut-il être réévalué d'une certaine manière au XXIe siècle ? Vous pointez ces chercheurs, ces militants qui aujourd'hui questionnent à leur manière cet héritage des Lumières, qui centrent aussi leur analyse sur les questions d'identité et de domination sociale, raciale, sexuelle.
Quel procès, eux, font-ils aux Lumières qui vous questionnent? Alors, pour commencer, je tiens à dire que le débat est toujours légitime tant qu'il reste dans des limites, comment dire, dans les limites de la bienséance, d'une part, et d'autre part, en ce qui concerne la gauche, dans les limites d'une certaine fraternité. Une des choses les plus choquantes, me semble-t-il, dans les critiques de l'universalisme qu'on trouve aujourd'hui chez certaines féministes, chez certains antiracistes, c'est la violence du propos et le fait qu'il y ait assez communément admis maintenant d'accuser les autres féministes, les autres antiracistes d'être des colonialistes, des impérialistes, parce qu'ils ne sont pas d'accord avec eux. Là, c'est un premier problème que je pointe. On ne peut pas engager un débat démocratique, convenable en commençant par insulter les gens. Voilà, alors ça c'est sur la forme que prendrait le débat aujourd'hui, qui n'est pas assez fraternel selon vous, mais vous y allez quand même, et on va pouvoir développer cette question. Vous constatez dans le livre, à juste titre, que l'époque est marquée par la question des limites, et vous vous demandez si la critique, elle, est nécessaire, si elle ne doit pas respecter effectivement dans sa forme une certaine limite, ne pas transgresser certaines limites au risque de devenir stérile, c'est-à-dire de ne plus pouvoir débattre de ces sujets-là. Vous, sur ce point, vous n'avancez quand même pas masqué sur votre défense aussi de l'universalisme. Qu'est-ce qui, dans ces arguments, vous questionne quand même par ceux qui estiment aujourd'hui que l'universalisme ne prend pas en compte le droit des minorités aussi? Alors, la première chose, c'est que ce qui est frappant, quand même, dans ce que j'ai pu lire, parce que au-delà des mises en accusation, quand on cherche les arguments, le contenu, c'est qu'il est quand même marqué par une grande ignorance, je suis désolée de le dire, mais de 2 siècles d'histoire des combats anticolonialistes, anti-esclavagistes, antiracistes et féministes. C'est-à-dire que bien souvent, une grande quantité d'auteurs de ce champ, on va dire, ne savent tout simplement pas que leurs critiques ont été formulées il y a déjà un siècle par des gens dans le mouvement socialiste européen que des liens ont été établis avec les mouvements anticolonialistes et anti-esclavagistes non européens. Donc pour une part, les critiques qu'ils font ont déjà été faites dans un cadre universaliste. Alors pour appuyer ça, on peut peut-être repartir avec vous au Vietnam, pour le discours d'indépendance prononcé par Ho Chi Minh. C'était à Hanoï et c'était le 2 septembre 1945. Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng, tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được. Tous les hommes naissent égaux. Le Créateur nous a donné des droits inviolables, le droit d'être libre et le droit de réaliser notre bonheur. Trong những quyền ấy, Cette parole immortelle est tirée de la Déclaration d'indépendance des États-Unis d'Amérique en 1776. lời bất hủ ấy ở trong bản tuyên ngôn La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de la Révolution française proclame également « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit ». Ce sont là des vérités indéniables. Et pourtant, pendant plus de 80 années, les colonialistes français, abusant du drapeau de la liberté, de l'égalité, de la fraternité, ont violé notre terre et opprimé nos compatriotes. Voilà, c'est ce que vous dites, Stéphanie Rosa. Les luttes féministes anticoloniales se sont pendant longtemps réclamées de cet héritage. On l'entend là avec ce discours d'indépendance prononcé par Ho Chi Minh en 1945, qui s'appuie à la fois sur la déclaration d'indépendance américaine et sur la déclaration des droits de l'homme française. Hein. C'est ça. C'est-à-dire que, pour se libérer de la tutelle coloniale, les anticolonialistes qui ont chassé les impérialistes de leur pays n'ont pas attendu les post-coloniaux et n'ont pas attendu qu'ils produisent cette critique extrêmement aigre de l'universalisme. Au contraire, ils se sont appuyés sur l'universalisme des Lumières pour le retourner contre les colonisateurs et pour dénoncer l'hypocrisie des colonisateurs. Alors que s'est-il passé entre 1945 et aujourd'hui ?
Mais Or que l'universalisme tel qu'il était aussi utilisé, tel qu'il appuyait aussi à ce moment-là les déclarations d'indépendance, puisse être considéré comme réducteur et empêcheur. Mais paradoxalement, ce qui s'est passé, d'abord, sur le plan théorique, c'est qu'il y a eu un changement de paradigme en Occident. C'est-à-dire que la première chose qui saute aux yeux et qui, malheureusement, semble, échapper à plein de gens dans ce genre de débat, c'est que la critique de l'universalisme, du progressisme et du rationalisme des Lumières, mais en fait, elle vient d'Europe. Elle vient de toute la vague des penseurs des années 60-70, comme Foucault. Foucault est un de ceux qui est le plus... qui est un des inspirateurs les plus importants de ces courants subalternes et postcoloniaux. Derrida aussi, tous ces gens-là ont commencé à critiquer l'universalisme et le rationalisme des Lumières. Et les penseurs subalternes et postcoloniaux sont des héritiers revendiqués de ces penseurs occidentaux. Donc il y a un premier paradoxe qui est que ce sont des gens qui prétendent se libérer de la tutelle occidentale, de la philosophie occidentale, de la politique occidentale, mais qui le font sur la base d'une autre pensée occidentale. Ça, c'est le premier paradoxe. Ça, c'est le premier paradoxe. La deuxième chose, la deuxième raison qui explique, à mon avis, cette évolution, ça c'est sur le plan théorique, mais sur un plan politique, ça c'est quelque chose que je n'ai pas beaucoup le temps de développer dans mon livre, mais qui est très importante, c'est la déception qui suit les indépendances. C'est-à-dire que ces indépendances qui ont été arrachées aux colonisateurs sur la base, le plus souvent, de politiques ou de théories, disons, qui s'inscrivaient dans le sillage de l'héritage des Lumières, mais finalement ont déçu. Ces pays-là n'ont pas évolué comme l'auraient souhaité un certain nombre d'intellectuels, dans le sens de la démocratie, de la prospérité, de tout un tas de choses, et que du coup, ces déceptions ont amené certains intellectuels, notamment en Inde, pour les Subaltern Studies, ont amené certains intellectuels à jeter le bébé avec l'eau du bain, en fait, à se détourner de tout l'héritage politique du marxisme, notamment, qui était, dans leur tête comme dans la réalité, un des produits de l'héritage des Lumières. Pourquoi cette critique, elle vous semble aujourd'hui destructrice pour la gauche ? Elle est destructrice pour la gauche. Alors là aussi, il y a plusieurs raisons, mais la raison qui me semble principale, c'est que tous ces intellectuels, en cherchant une plus grande radicalité, finalement, sont allés puiser dans le vieux fond conservateur. C'est-à-dire que, contrairement à ce qu'ils prétendent, leur pensée ou le contenu essentiel de leurs arguments n'a rien de nouveau. Ils se trouvent déjà dans la pensée conservatrice. Et depuis quelques années, il y a eu des progrès dans la recherche qui m'ont permis d'écrire ce que j'ai écrit, qui montrent notamment comment cette pensée conservatrice elle est arrivée aux postcoloniaux via Nietzsche et Heidegger. Essentiellement, qui sont quand même pas ce qu'on peut appeler des penseurs de gauche, quoi. Oui, vous racontez l'influence d'Heidegger, notamment dans l'après-guerre. L'influence dévastatrice, de Heidegger. Pourquoi dévastatrice ? Dévastatrice parce que on sait maintenant. Il y a eu des recherches entreprises, notamment par un collègue comme Emmanuel Faye, et puis les chercheurs qui travaillent avec lui, qui ont établi depuis maintenant une quinzaine d'années que Heidegger n'était pas un adhérent lambda du parti nazi et par ailleurs un grand philosophe, comme l'ont prétendu un certain nombre de gens, mais un nazi enragé qui, dans sa philosophie, dans ses textes, suivait une stratégie politique. Et que rien n'est gratuit dans la pensée de Heidegger, tout est, sous-tendu par un projet politique. Et ce projet politique, qui passait par le cryptage d'un certain nombre de thèmes, finalement, il est passé par Derrida, par Foucault, par un certain nombre d'auteurs, chez les postcoloniaux. Et aujourd'hui, ce qui me gêne dans le débat, c'est qu'aujourd'hui qu'on sait quand même tout ça, il n'y a pas de retour critique. C'est-à-dire qu'on ne s'interroge pas chez ces auteurs-là, il n'y a pas d'interrogation. Pourquoi est-ce que Heidegger, dont on sait maintenant toutes les arrière-pensées,
est-ce que c'est pas un peu problématique pour des gens de gauche et voire de gauche radicale d'aller chercher des arguments chez lui? Oui, mais c'est intéressant parce que il y a à la fois ces figures un peu épouvantail que vous mettez en avant, comme Heidegger pour vous, aujourd'hui, qui ne revient pas quand même dans tous les argumentaires ou tous les discours de cette gauche que vous pointez du doigt, qui peut être aussi dépassé cet héritage-là. Il y a ces emprunts qui vous semblent disqualifiants au courant conservateur, mais ça ne dit pas toujours aujourd'hui pourquoi ce débat qui vit au sein de la gauche aujourd'hui ne peut pas nourrir cette pensée-là, et en quoi cette critique de l'universalisme vous semble destructrice, voire autodestructrice pour la gauche? Bah, tout simplement, enfin, comment dire, dans un premier temps, il faudrait que les post-coloniaux ou les auteurs dont je parle dans le livre fassent la démonstration que leurs propres arguments apportent un surcroît je ne sais pas, renforce la gauche, renforce le combat. Ce qu'on peut constater, c'est une première constatation évidente, c'est que l'agressivité dont ils font preuve a plutôt tendance à nous épuiser dans des luttes fratricides, à nous insulter entre nous, qu'à lutter contre le racisme, contre le machisme. C'est-à-dire que un des aspects les plus évidents, les livres qui sont sortis récemment, la cible principale, c'est ce qu'ils appellent le féminisme blanc, l'antiracisme blanc. Donc la cible principale, c'est le reste de la gauche. Donc une première chose quand même évidente, c'est qu'il faudrait qu'ils fassent la démonstration que avec leurs idées, on est plus efficace dans la lutte contre le racisme. Jusque-là, du côté d'Ho Chi Minh, du côté de Nehru, on a à leur actif, hein, on a des décolonisations, on a des impérialistes qui sont effectivement chassés, on a des législations antiracistes qui ont été promulguées dans un certain nombre de pays. Qu'est-ce qu'il y a à l'actif des postcoloniaux? Rien du tout. Hein. Il n'y a pas de victoire dont ils puissent se prévaloir. Donc, l'universalisme, j'ai envie de dire, d'un point de vue historique, il a fait ses preuves. Bah oui. On ne peut pas en dire autant des postcoloniaux. Est-ce qu'il fait encore ses preuves aujourd'hui? Écoutez, le problème, c'est que aujourd'hui, on est dans une situation où les idées progressistes, les idées de gauche d'une manière générale, les idées d'égalité sociale, elles sont plutôt en position défensive. Donc j'ai envie de dire que, bah oui, de toute façon, aujourd'hui, il y a peu de victoires qui sont remportées, mais je ferai simplement ce constat que les progrès quand même qu'on a observés ces dernières années, par exemple dans le sillage de MeToo, c'était pas du tout sur le terrain du féminisme, je veux dire, c'était pas du tout sur la base justement d'une quelconque distinction entre les races, entre les blancs et les non-blancs, etc. Ça a été sur des terrains justement universels, hein, de problèmes qui justement transcendaient les races. Stéphanie Reza, vous signez là chez Fayard La gauche contre les Lumières avec un point d'interrogation, et j'ai vu prochain livre apparaître, Lumière de la gauche aux éditions de la Sorbonne. Ce sera quoi, une suite ou un préquel? C'est plutôt un précédent, c'est-à-dire que ce que je montre dans le livre qui est à paraître, c'est l'histoire, la manière dont justement les penseurs, le mouvement ouvrier, les grands penseurs de la gauche socialiste, communiste, anarchiste ont au contraire entretenu un rapport toujours critique, mais globalement de filiation dialectique. J'appelle ça une dialectique des Lumières. Je ne suis pas la première à utiliser cette expression-là, mais un rapport dialectique avec l'héritage des Lumières qui justement n'était pas un rapport de rupture. Voilà, et là on parle d'héritage, les Lumières doivent aussi rester la boussole pour l'avenir, l'universalisme, la raison, le progrès, c'est une juste boussole pour la gauche demain. Je dirais que ça doit rester un cadre, parce que quand on sort de l'universalisme, quand on sort du progressisme, avec toutes les limites qu'on peut, avec les distinctions qu'il faut faire, bien sûr, hein, je ne suis pas en train de dire qu'il faut reprendre le progressisme tel qu'il a été formulé dans je sais pas moi, dans le cours du XXe siècle, dans les pays de l'Est, par exemple. Hein. Donc, bien sûr qu'il faut, exercer un droit d'inventaire, il faut être autocritique. Mais je pense que ça reste des limites nécessaires.
oui, au débat à gauche. Et c'est posé. Merci beaucoup à vous, Stéphanie Rosa. La gauche contre les Lumières vient de paraître chez Fayard. Un grand merci à toute l'équipe de la Grande Table. À Jean-Christophe Brianchon, Bruno Barada pour la Grande Table des idées avec Laura Dutèche-Pérez. À Oriane Delacroix pour la Grande Table Culture avec Henri Leblanc. Merci à Sophie Marty et à François Bréhus pour leur aide précieuse. À la réalisation aujourd'hui, c'était Gilles Blanchard avec Jordan Fuentes. À la vidéo, Florent Bujon et Morgane Danan. Très bel après-midi à tous sur France Culture. Je vous dis à demain. Merci.